Je suis Camille. Quand j'ai eu 27 ans, j'ai enfin compris le prix à payer pour être secondaire. Le carton d'invitation était épais et riche, d'un or crémeux. Mon nom y était gravé en relief, suggérant une grande importance. Il annonçait la prestigieuse cérémonie d'honneur en architecture au Centre Pompidou à Paris, prévue pour le 15 décembre. J'ai suivi le sceau du doigt, vérifiant si ce rêve était réel. Mon projet de bibliothèque communautaire durable en était la raison. Il avait dépassé le stade des sessions de codage nocturne et des croquis initiaux. Maintenant, les gens reconnaissaient mon travail. Savez-vous ce que c'est que de se sentir invisible dans sa famille? Dites-le-moi ci-dessous. J'ai composé le numéro de ma mère immédiatement. Elle a répondu à la 3e sonnerie, l'air préoccupé. J'entendais le bruit fort de la télévision. Le football était probablement encore allumé. Salut, maman. J'ai une super nouvelle. Elle a demandé ce qui se passait. J'ai gagné le gros lot, le prestigieux prix d'honneur en architecture. Je vais faire un discours au Centre Pompidou à Paris. Il y eut un silence notable. Puis j'ai entendu la voix étouffée de mon père lui demandant qui appelait. Elle a mis sa main sur le haut-parleur mais n'a pas réussi à couper le son. C'est Camille. Elle a eu ce petit prix de dessin. Un truc de dessin? Pensais-je silencieusement. C'est super, ma chérie, a-t-elle répondu, avec un ton enjoué et forcé. Elle a demandé la date. Le 15 décembre. C'est un samedi. La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai craint que nous ayons été coupés. Puis j'ai entendu sa profonde expiration, un bruit plus familier que n'importe quoi d'autre. Oh, Camille, ce week-end-là, c'est le match de barrage d'Hugo. Je me suis senti instantanément essoufflé. Mais l'événement n'a lieu que le samedi soir, maman. Son match ne commence-t-il pas le vendredi? Nous savons, mais ton père et moi avons décidé de descendre en avance. Nous devons l'aider à se préparer et à s'installer. Elle a ajouté que le temps pourrait être mauvais. Nous devons être là au cas où. Au cas où. Cette simple phrase résumait toute mon éducation. Cela signifiait toujours que mon frère pourrait avoir besoin de quelque chose. Cela signifiait que ses préoccupations l'emportaient toujours sur les miennes. J'ai travaillé dur aussi, ai-je insisté. Ma voix était basse mais sérieuse. J'ai consacré toute ma carrière à atteindre cet objectif. Il s'attend vraiment à ce que nous soyons là, Camille, a-t-elle répondu comme si cela mettait fin à la discussion. Mais c'est le Centre Pompidou, maman. Je prononce le discours d'ouverture. Eh bien, tu peux juste nous l'enregistrer, n'est-ce pas? A-t-elle suggéré, avec une inflexion désinvolte et attentionnée qui semblait complètement dédaigneuse. Nous pourrons regarder la vidéo plus tard quand nous rentrerons à la maison après son match. C'est à ce moment précis que la fissure profonde est apparue, le son de quelque chose se brisant en moi, garantissant que les choses ne guériraient jamais correctement. Je suis restée silencieuse. J'ai regardé droit devant moi le mur de mon studio, voyant les plans d'architecture que j'avais finalisés quelques heures plus tôt. Camille, ne sois pas difficile. Difficile comment? Ai-je demandé. Tu ne montres aucune empathie, ai-je déclaré, ma voix devenant claire et glaciale. Je ne fais qu'ajuster ce que j'attends de vous. Nous essaierons certainement de venir si nous y arrivons, a-t-elle promis, un mensonge qui lui venait facilement. Non, ne le faites pas, lui ai-je dit fermement. S'il vous plaît, ne vous dérangez pas, j'ai raccroché le téléphone rapidement avant de me mettre à pleurer. J'ai jeté un coup d'œil à mon petit studio. Sur le bureau, encadré, se trouvait la plus récente photo de famille que j'avais gardée. Elle datait du jour où Hugo avait signé pour l'université. Mes parents rayonnaient, portant tous les deux le maillot de son équipe. Hugo était le centre de l'attention, tenant son stylo comme un trophée. J'étais à peine visible sur le bord du cadre, partiellement dans l'ombre, mon visage flou, me faisant paraître jetable. Cela définissait l'arithmétique de leur favoritisme, le calcul que j'avais toujours compris. Hugo représentait le nombre entier. J'étais le reste, le résidu, l'erreur dans le calcul. Je me suis souvenu d'avoir obtenu ma toute première bourse d'études en architecture. J'ai appelé à la maison, presque trop excité pour parler. La réponse de mon père fut « c'est bien ». Dis, as-tu entendu qu'Hugo vient d'obtenir le poste de quarterback titulaire? J'ai payé moi-même les 6 années complètes de mes études universitaires. Les prêts étudiants semblaient des poids lourds, et je me suis battu pour chaque bourse. J'ai occupé 2 emplois à temps partiel en continu.
Pendant ce temps, ils ont acheté à mon frère un nouveau camion, financé ses excursions de vacances de printemps et payé le loyer de son appartement hors campus. Cette dynamique n'était pas nouvelle. C'était simplement le final. J'ai choisi de ne pas les rappeler. Je ne leur ai pas envoyé de texto. À quoi cela aurait-il servi? Se disputer ne fonctionne que lorsque l'autre personne reconnaît votre droit à être en colère. Je suis resté assise là pendant longtemps à examiner la réalité du calcul. Leur affection se résumait toujours à la même conclusion, les désirs d'Hugo l'emportaient toujours sur mes nécessités. Il m'a fallu des années pour apprendre le terme psychologique approprié pour cette situation, le schéma de l'enfant en or et du mouton noir. Cette dynamique ne concerne pas vraiment l'amour parental. Il s'agit d'ego. Pour des parents comme les miens, Hugo était un reflet parfait. Il était leur chance de gloire renouvelée, leur accomplissement public. Ses réussites leur appartenaient. Quand il gagnait, il se sentait victorieux. Moi, le mouton noir, j'étais aussi un reflet. Cependant, je reflétais tout ce qu'il préférait ne pas voir. Ma discrète ambition professionnelle n'était pas une source de fierté. C'était perçu comme un défi pour eux. Mon choix d'une carrière différente n'était pas de l'indépendance, c'était perçu comme une critique de leur vie. Hugo était leur image miroir. J'étais leur concurrente. C'est ce qui explique pourquoi ils ont investi de l'argent en lui. J'ai pensé aux 6 années que j'ai passées à l'école d'architecture. Les nuits blanches alimentées par de la nourriture instantanée et du café bon marché. Les bourses pour lesquelles je devais constamment me battre chaque semestre. Les 2 emplois simultanés juste pour couvrir mes fournitures et mon loyer, ce qui m'a conduite à obtenir mon diplôme avec plus de 70 000 € de dettes étudiantes. Je me souviens avoir appelé à la maison, véritablement terrifié après que mon aide financière de 3e année ait été réduite. Mon père m'a dit, « Eh bien, Camille, tu es grande maintenant. Tu dois assumer tes décisions. » 1 mois plus tard, ils ont acheté à mon frère un camion flambant neuf pour son 21e anniversaire parce que le précédent n'était pas sûr. Je me suis souvenu des étés qu'Hugo a passé à voyager à travers l'Europe, financés par des cadeaux de fin d'études. J'ai passé ces mêmes étés à faire des stages non rémunérés à Paris, essayant désespérément de lancer ma carrière. Il faisait plus que simplement m'ignorer. Il finançait activement son existence tout en extrayant des ressources de la mienne. Ils ne me voyaient pas comme leur fille. Ils me voyaient comme un service fiable, la personne mature, celle qui finirait inévitablement par arranger les choses, celle qui accepterait toujours la situation. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe crème contenant la notification du prestigieux prix d'honneur en architecture sur ma table, la plus haute reconnaissance dans mon domaine. J'ai réalisé qu'il croyait que je comprendrais simplement ce dernier affront aussi, que j'accepterais docilement d'être remplacé par son match. J'ai pris mon téléphone. Je ne les ai pas appelés. J'ai ouvert mon programme de messagerie et j'ai écrit un message au comité de remise des prix. J'ai demandé 2 billets. J'ai tapé les noms de Léa et du professeur Lambert, ma meilleure amie et mon mentor, les personnes qui appréciaient vraiment mes efforts. Ce sont eux qui se sont présentés pour moi pendant que ma famille était trop occupée à regarder du sport. Ma vraie famille. Le silence qui a suivi n'était pas du vide. C'était un espace ouvert. C'était comme la toute première pièce propre et paisible dans laquelle j'avais vécu. Personne ne m'a appelé. Je n'ai pas envoyé de texto. Je me suis concentré entièrement sur mon travail. 18 mois se sont écoulés. Cette période ne se mesurait pas en jours. Elle se mesurait en plans terminés et en réunions de clients productives. J'ai dirigé toute mon énergie, chaque heure tardive, et chaque once de mon ressentiment accumulé dans Studio Zénith. C'était mon entreprise, mon concept. J'ai embauché 2 jeunes designers qui partageaient mon engagement envers les matériaux durables. Nous avons obtenu un contrat pour un petit centre communautaire, suivi d'un projet d'hôtel-boutique. J'ai travaillé sans relâche jusqu'à ce que mes mains me fassent mal et que mon esprit se sente calme. Je construisais quelque chose de tangible, quelque chose qui portait mon identité, et cela semblait bien plus substantiel que n'importe quel lien avec ma famille que j'avais jamais ressenti. Pendant cette période de calme, j'ai rencontré Antoine. Je l'ai croisé sur un chantier de construction. Il travaillait comme architecte paysagiste, et il possédait un comportement naturellement serein et concentré. Il ne s'est pas contenté de jeter un coup d'œil à mes conceptions. Il les a vraiment vues. Il a posé des questions sur la circulation de l'air, la lumière naturelle, et comment la structure s'intégrerait au paysage. Après notre 3e rendez-vous,
il a posé la question attendue, ses yeux exprimant de la gentillesse. As-tu de la famille dans le coin? Je me suis préparé à la contraction habituelle dans ma poitrine, à l'envie de m'excuser ou de m'étendre sur le sujet, mais le sentiment n'est jamais venu. Ils sont dans le coin, ai-je déclaré. Il a simplement hoché la tête, sentant l'importance de la réponse. Dans le coin semble compliqué. C'est moins compliqué quand j'évite de les appeler, ai-je répondu. C'est tout ce qu'il y a eu. Il ne m'a pas mise sous pression. Il n'a pas exigé une explication complète. Il a juste accepté ma réponse et m'a demandé comment s'était passé le reste de ma journée. C'était la première fois que je comprenais qu'un vrai soutien n'avait pas besoin d'être bruyant ou théâtral. Parfois, c'était juste l'absence réconfortante de tout jugement. Ma vie a commencé à se sentir stable, comme une fondation solide que je coulais délibérément pour moi-même, mètre carré par mètre carré. La qualité de mes projets s'est améliorée. Nous avons réorienté notre attention vers des logements durables pour les résidents à faible revenu, mêlant une esthétique attrayante à de véritables besoins humains. Puis un après-midi, le professeur Lambert, mon ancien mentor, m'a appelé. Sa voix était inhabituellement sérieuse, bien que je soupçonne qu'il souriait. « Camille, a-t-il dit, as-tu regardé le dernier AD Magazine ? Non, je suis submergé par les exigences de zonage de la ville pour le projet Milner. Pourquoi ? Tu devrais probablement aller en acheter un exemplaire. Tourne à la page 90. Mon cœur a commencé à s'emballer. Je me suis précipité au kiosque du quartier, celui qui vendait les magazines d'architecture internationaux coûteux. J'ai rapidement tourné les pages brillantes et épaisses, mes mains tremblant légèrement. Et puis je l'ai vu, le palmarès AD40, la nouvelle génération d'architectes. Mon projet de bibliothèque communautaire et ma photographie occupaient une double page entière. Je ne savais même pas que le professeur Lambert avait soumis mon nom. Ce n'était pas juste une autre victoire. C'était la victoire majeure. L'équivalent de la liste Forbes pour mon secteur. La reconnaissance qui déclarait « Vous n'êtes pas simplement bonne. Vous représentez l'avenir ». Je me suis assise sur un banc de parc voisin, le magazine ouvert reposant sur mes genoux. J'ai repensé à ce premier prix, celui du Centre Pompidou. Je me suis souvenu à quel point je désirais désespérément l'approbation de ma famille, et à quel point j'avais eu le cœur brisé quand ils avaient choisi un match à la place. En tenant ce magazine maintenant, j'ai compris avec une perspective nette et claire que je n'avais même pas envisagé de leur mentionner la nomination. J'avais construit une vie complète, une carrière, un foyer, un cercle de soutien si complète que leur reconnaissance n'était plus une composante nécessaire. J'étais ma propre conceptrice. J'étais mon propre système de soutien. Et quant à eux, ils n'étaient que les gens qui vivaient autrefois à proximité. Ils n'avaient aucune idée de mon succès. Ils étaient toujours mentalement coincés dans ce stade, acclamant pour un match qui s'était terminé il y a plusieurs saisons, totalement inconscients que la fille qu'ils rejetaient comme un détail mineur avait tranquillement pris le contrôle de tout le grand livre comptable. Je ne m'attendais pas à ce que la liste soit annoncée un mardi. J'étais en pleine séance de brainstorming avec un nouveau client, dessinant les plans d'un atrium écologique lorsque mon téléphone, posé face contre table, a commencé à vibrer. Ce n'était pas juste une brève sonnerie. C'était un bourdonnement continu et frénétique contre la surface en bois de la table. Léa, ma collègue assise en face de moi, a haussé un sourcil. « Es-tu soudainement un agent secret ?» a-t-elle chuchoté. Je l'ai ignoré. Mais à la fin de la réunion, j'ai trouvé 19 nouveaux messages textes, 43 notifications par courriel et 7 appels manqués. Le palmarès AD40 était officiellement en ligne. Mon téléphone était devenu une explosion numérique. D'anciens collègues à qui je n'avais pas parlé depuis des années, de vieux professeurs, même les clients de l'hôtel boutique, tous envoyaient des messages. Félicitations, Camille. Travail magnifique. Tu l'as mérité. Le texto du professeur Lambert était le plus court, je te l'avais dit. Je suis resté immobile, fixant ma photo sur le site web d'AD Magazine, juste à côté de la description, la visionnaire. Cela semblait irréel et pourtant calme. Antoine m'a envoyé une capture d'écran de l'article, suivie d'une longue lignée d'émojis de bouteilles de champagne. Je l'ai appelé, et il s'est contenté de rire. Je sors avec une visionnaire, a-t-il déclaré. J'annule mes projets de l'après-midi. On fête ça. C'était un moment parfait de pur bonheur. La partie la plus remarquable était le calme, le silence absolu, assourdissant et merveilleux émanant de ma famille. Ils étaient complètement inconscients.
Il n'avait joué aucun rôle dans cette réussite. Mon succès m'appartenait entièrement et glorieusement. Cependant, l'univers n'aime pas le vide, et ma famille déteste fortement être exclue de toute boucle d'informations, même celles qu'ils ont délibérément coupées eux-mêmes. Leur découverte, ironiquement, s'est produite dans le seul contexte que je n'aurais jamais deviné. Mon frère, Hugo, rendait visite à son entraîneur principal. C'était 2 jours après la publication de l'article de magazine. Il était là pour son bilan de fin de saison, probablement pour se faire flatter l'ego. Il était assis sur un canapé en cuir moelleux, s'ennuyant pendant que son entraîneur terminait un appel. Il a attrapé le magazine sur la table basse, à des magazines, pas sa lecture habituelle. Il a expliqué plus tard qu'il cherchait juste des photos de voitures ou de montres chères. Il a tourné une page, puis une autre, et puis il s'est figé. J'étais là, un reportage de 2 pages montrant la bibliothèque communautaire. Ma photo. Celle où j'avais l'air sûr de moi, heureuse, et en rien semblable à la sœur facilement rejetée dont il se souvenait. Il a fixé la page. Le nom, le visage, Camille. Studio Zénith. La visionnaire. Les détails ne collaient tout simplement pas. C'était sa sœur tranquille, l'ennuyeuse, celle qui perdait toujours les disputes et finançait ses propres études. Comment? Il ne m'a pas envoyé de texto. Il ne m'a même pas appelé. Il a appelé notre père. Mon père m'a parlé de l'appel téléphonique bien plus tard, sa voix encore tremblante à se souvenir. Son téléphone a sonné et c'était Hugo, mais il semblait hystérique, essoufflé et frénétique. Papa, tu vois ça? Comment? Comment a-t-elle réussi ça? Réussi quoi, Hugo? Qu'est-ce qui ne va pas? Le magazine. Le truc AD40. Camille est dedans. Comment a-t-elle été présentée? Est-ce que c'est vrai? Combien d'argent gagne-t-elle? Qu'est-ce que Studio Zénith exactement? Pourquoi nous a-t-elle caché ça? Notre père, confus, a raccroché et a appelé ma mère. Hélène, va au marché tout de suite et achète un magazine à des magazines. Quelque chose ne va vraiment pas avec Camille. Ma mère, agacée, est allée à l'épicerie locale. Elle a trouvé le magazine. Elle se tenait dans la file d'attente, feuilletant les pages jusqu'à ce qu'elle voie ma photo. Le groupe de discussion familiale, celui dans lequel je n'avais jamais été incluse, a explosé instantanément. Mon triomphe professionnel n'était pas considéré comme une raison de célébrer. Il était vu comme une attaque inattendue. Ils n'étaient pas fiers de moi. Ils étaient furieux parce que j'avais fait la seule chose qu'ils n'avaient jamais imaginé possible, j'étais devenue réussie et pertinente complètement par moi-même. Et je l'avais accompli sans demander leur permission. Les appels ont commencé le jeudi, arrivant sur ma ligne de bureau, pas sur mon téléphone personnel. Léa m'a appelé. Camille, ta mère est en attente sur la ligne 1. Elle a l'air déterminée. J'ai regardé le récepteur. Dis-lui que je suis occupé avec un client, Léa. J'ai utilisé cette excuse toute la journée. 1 heure plus tard, Léa a rappelé, la voix tendue. Camille, ta mère est dans le hall d'entrée. Je suis sorti. Hélène se tenait là, tenant un plat en pyrex emballé dans du papier d'aluminium. C'était un signe classique de quelqu'un offrant la paix sans pour autant présenter des excuses. Camille, Dieu merci, s'est-elle précipitée vers moi. Nous étions si inquiets. Tu ne nous as jamais parlé de ce magazine. Je suis resté immobile, la forçant à tenir le plat. Je suis en train de travailler, maman. J'ai apporté ton plat préféré, a-t-elle dit en soulevant le plat. Nous devons parler. Il n'y a rien à discuter. Tu dois partir. Tu perturbes mon cabinet. Ne sois pas difficile, a-t-elle sifflé, son sourire disparaissant. Ça a assez duré. Tu as clairement fait passer ton message. Je n'ai rien prouvé, ai-je rétorqué, ma voix vive et contrôlée. Je me suis seulement concentré sur ma carrière. J'ai informé Léa que ma mère partait. Hélène a posé la cocotte sur le bureau de l'accueil. J'ai demandé à Léa de la jeter immédiatement. Mon père fut la prochaine embuscade. Il a choisi un moment plus judicieux, attendant à 6 heures du matin devant ma salle de sport. Il est sorti de derrière une voiture garée, tenant 2 cafés. Camille, a-t-il dit, en me tendant une tasse. Tu as 1 minute? J'ai ignoré le café. Tu es en train de violer une propriété privée, papa. Ne sois pas dramatique.
Nous admettons que nous avons eu tort. D'accord? À propos du prix. Nous aurions dû venir. Mais tu as toujours semblé si autonome, Camille. Nous pensions en fait que tu n'avais pas besoin de nous. C'était leur défense habituelle pour choisir Hugo. Je n'étais pas autonome, papa. J'étais négligé, ai-je déclaré. Ma voix calme a percé l'air du matin. J'avais besoin de vous pour les prêts étudiants. Vous vous êtes porté garant pour Hugo immédiatement. J'avais besoin de vous à ma remise de diplôme universitaire. J'avais besoin de vous au centre Pompidou. J'ai arrêté de demander parce que vous étiez perpétuellement à un match. Il est resté silencieux, l'air abattu, le café refroidissant dans sa main. Je dois entrer, ai-je dit en passant devant lui pour entrer dans la salle de sport. Puis Hugo est apparu, frappant fort à la porte de mon appartement. J'ai entrouvert. Il s'est contenté de me fixer, son image de garçon en or disparue. Tu nous fais passer pour des monstres, Camille, a-t-il accusé. Je refuse simplement de cacher vos choix plus longtemps, ai-je répondu. J'ai refermé la porte sur lui. La confrontation décisive était encore à venir. Une invitation par courriel est arrivée. Mon ancien lycée me demandait, en tant que lauréate du palmarès AD40, d'être l'oratrice principale pour leur journée annuelle des carrières. L'ironie était immense. L'auditorium exact où mes parents avaient acclamé bruyamment Hugo depuis les gradins durs. Maintenant, ils me voulaient sur cette scène. J'ai tapé un seul mot en réponse, oui. Le jour du discours, je me sentais parfaitement calme. Je suis entré dans le vieil auditorium. Comme je l'avais prévu, discrètement nichés dans la dernière rangée se trouvaient les trois, Hélène, Philippe et Hugo. Ils avaient trouvé un moyen d'entrer. Je me suis dirigé vers le podium. J'ai consciemment évité leur regard. Je me suis concentré sur les 300 étudiants. Bonjour, ai-je commencé. Quand j'étais étudiante ici, j'étais un bruit de fond. Je maintenais de bonnes notes. Je ne causais aucun problème, et j'étais toujours l'enfant fiable. J'ai cliqué sur la diapositive. Elle montrait mon invitation au prestigieux prix d'honneur en architecture. Il y a 18 mois, j'ai remporté ceci, la plus haute distinction de ma profession. C'était la nuit la plus cruciale de ma vie. Je devais prononcer un discours à Paris. J'ai cliqué à nouveau. La diapositive suivante était une image nette en noir et blanc de 3 sièges d'auditorium entièrement vides. C'étaient les sièges réservés à ma famille, ai-je déclaré dans le microphone. Un silence profond a saisi la salle. Ma famille n'est pas venue. Ils ont choisi d'assister au match de barrage de mon frère à la place. Ils m'ont dit de simplement envoyer une vidéo. Je sentais la chaleur de leur regard depuis le fond. Je ne partage pas cela pour susciter la pitié, ai-je dit, ma voix forte. Je vous dis cela parce que toute ma vie, j'ai cru que leur approbation était le prix à gagner. Je pensais que je devais travailler plus dur, avoir plus de succès pour enfin obtenir leur véritable attention. Je me trompais. J'ai cliqué sur la dernière diapositive, la couverture d'AD Magazine, mon nom, mon visage. Votre source de validation est la structure que vous construisez pour vous-même. Ce n'est pas une salle d'attente pour la permission de quelqu'un d'autre. Ne basez pas vos rêves sur l'approbation extérieure. Il pourrait ne pas être présent. Construisez-le pour vous-même, parce que vous serez toujours là. J'ai levé les yeux. Les étudiants étaient captivés. Au fond, ma mère avait couvert son visage de ses mains. Je ne m'étais jamais sentie aussi puissante. Le calme qui a suivi était paisible, pas colérique. Il s'est installé sur mon existence comme de la neige fraîche et propre. Studio Zénith a prospéré. Nous avons embauché 3 nouveaux employés. Nous avons obtenu le projet Milner. Antoine et moi avons trouvé un bel appartement dans le Marais avec de grandes fenêtres qui captaient la lumière du matin. Le professeur Lambert et Léa sont devenus ma famille de choix. Les mois ont passé. Les tentatives de communication de mon père ont cessé. Les messages de colère de ma mère se sont estompés, laissant un silence numérique. Puis un après-midi, près de 18 mois après le discours au lycée, un texto est arrivé d'un numéro inconnu. Camille, je ne sais honnêtement pas si tu liras ceci. Je n'attends pas de réponse, mais je suis en thérapie depuis 6 mois. J'avais besoin de comprendre pourquoi je me suis comporté de cette façon. Pourquoi j'ai toujours supposé que tu accepterais simplement les sacrifices. J'étais égoïste. Je te considérais comme acquise.
J'ai pris ton soutien pour acquis et j'ai laissé maman et papa le faire aussi. Je m'excuse sincèrement d'avoir été un mauvais frère. Je regrette mon absence. C'était Hugo. Je l'ai lu 3 fois. C'était une excuse sincère, délibérée et honnête, clairement influencée par une thérapie. Il y a 6 ans, cela m'aurait sauvé. Il y a 2 ans, cela aurait été un immense soulagement. Maintenant, je ne ressentais qu'une acceptation tranquille. Il faisait enfin son propre travail. J'ai copié le texte, l'ai enregistré dans un dossier d'ordinateur intitulé « Clos », puis j'ai supprimé définitivement le message. Les excuses étaient enfin arrivées, mais j'avais depuis longtemps cessé de les attendre. Je n'en avais pas besoin. Mon succès ne dépendait pas de leur compréhension éventuelle. Il ne s'agissait pas d'exiger un paiement. Il s'agissait d'utiliser le prix que j'avais déjà payé. J'ai réalisé qu'il existe 2 formes de justice. Il y a la justice punitive, qui ne regarde que vers le passé. Elle vise à régler de vieux comptes. Elle vous maintient connecté aux personnes que vous essayez de fuir. Puis il y a la justice créative, la justice du bâtisseur. Elle regarde vers l'avenir. Elle utilise les débris de ce qui a été détruit pour construire une nouvelle fondation, plus solide. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné les 2,3 millions d'euros de financement de démarrage que je venais d'obtenir pour la phase suivante de Studio Zénith. J'ai transféré une part importante du capital sur un nouveau compte. Je n'ai pas acheté de nouvelles voitures. Je n'ai pas acheté de maison. J'ai créé la Bourse Zénith, un fonds de scolarité complet pour les jeunes étudiants en architecture ambitieux issus de milieux défavorisés, spécifiquement pour ceux qui, comme moi, n'avaient pas de filet de sécurité familiale. Je me tiens maintenant dans mon nouveau bureau, celui que j'ai conçu avec un grand mur de verre donnant sur la ligne d'horizon de Paris. C'est calme ici. Je suis en paix. Si vous vous êtes déjà senti comme la personne jetable, si vous célébrez vos plus grandes réussites en silence parce que vous savez que personne ne décrochera le téléphone, prenez ceci comme votre signe. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour réussir. Votre validation est la fondation solide que vous construisez vous-même, pas un espace que vous attendez que quelqu'un d'autre vous accorde. Commencez à construire.